Salut les amis, donc bonjour. Petite vidéo aujourd'hui sur ce que je vais appeler la résistance au changement. Alors, je m'explique. Vous savez, parfois, de vous à vous, vous essayez parfois de travailler sur vous, d'essayer d'obtenir un changement suite à un constat de quelque chose qui ne va pas. On en discute, pour certains vont passer par de l'auto-hypnose, ça peut être de la méditation ou autre chose. Pour d'autres, ils vont passer par un thérapeute, un psychologue, un psychiatre, un hypno ou ce que vous voulez, en fait, qu'importe finalement. Et puis dans les faits, on pourrait voir toute une fourchette finalement de résultats. Il y a ceux qui vont vous dire non mais c'est incroyable en une séance, alors j'ai été parfois été bien au-delà de mon objectif pour lequel je suis venu. En gros, ça a glissé tout seul. Tout comme il y en a qui vont vous expliquer que finalement sur cette même séance, bah ça a avancé, même peut-être pas autant qu'ils auraient voulu. Et parfois, vous allez avoir, tiens, il y a rien du tout, c'est bloqué, voire même des fois, ça va accentuer mon symptôme. D'accord? Alors c'est vrai que dans mon métier, en l'occurrence, en fait, dans l'hypnose, on a un petit peu, cet a priori qui va nous dire, ben, je vais arriver, chez le gars, il va me faire, «Tu dors» et puis, il va me dire, ce qui doit se passer à l'intérieur, il va se passer ça, 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 ça et puis tout va bien aller. Alors au risque de créer une désillusion, c'est beaucoup plus complexe, en fait, que ça. Alors, la résistance au changement, je vais pas faire un long monologue d'explication, je vais plutôt donner des exemples concrets, en fait, pour vous expliquer, en fait, qu'est-ce qui va créer une résistance. Une résistance, c'est quoi? C'est une peur du changement. Elle va dépendre beaucoup plus de vous que de moi. Alors, l'idée, c'est pas de dire, moi, en tant que thérapeute, bien sûr, c'est à moi d'avoir l'expérience, la technicité qui permet de contourner ça. Mais cette vidéo, elle est plutôt en fait finalement pour les gens qui vont se dire, tiens, moi je vais faire une séance et il faut que systématiquement, eh ben, à la fin de la séance, voilà, je viens pour arrêter de fumer, je viens pour telle maladie ou telle chose, et puis boum, voilà. Alors, oui et non, ça peut être le cas, et c'est souvent le cas dans lequel on va avancer tout de suite du premier coup. Maintenant, je vais tenter de donner deux, trois exemples concrets pour vous expliquer. Alors, le premier exemple, il a un petit peu de tendance et d'actualité. Alors tendance, on pourrait dire malheureusement depuis plusieurs années, et d'actualité parce qu'on est au mois de septembre et on est encore un peu dans la période de la rentrée scolaire. Donc concrètement, au cabinet, on va avoir beaucoup d'enfants qui vont être dans des appréhensions de l'école, pour d'autres dans des phobies scolaires, c'est-à-dire déscolarisés, la boule d'angoisse à l'idée d'y aller tous les jours, du vomissement ou autre chose. Alors, on va avoir papa, maman qui vont m'amener finalement l'enfant, l'ado, ou ainsi de suite en fait au cabinet. Et puis, il va déjà avoir un premier cas de figure, est-ce que cet enfant, il vient pour lui? Ou est-ce qu'il vient parce qu'on lui a un petit peu forcé, en fait, à venir? Alors ça, déjà, c'est très important, hein. Il faut bien comprendre, en fait, que si on amène quelqu'un contre son gré, et que lui, il n'est pas dans une démarche de changement, là, déjà, il y a déjà un premier frein. Bon, ça peut pas, enfin, ça veut pas dire qu'on peut pas y remédier, faire quelque chose, si on sait créer un bon rapport de confiance, et si on sait montrer l'intérêt du changement. Bon, ça peut passer. Mais déjà là, on démarre sur un terrain un peu compliqué. Bon, alors, les phobies scolaires ou les appréhensions à l'école. Mettons un petit contexte. Parfois, ça peut arriver qu'à l'école, eh ben, ça va pas du tout. Parce qu'on s'est parfois pris la tête avec un camarade ou ça se passe pas bien avec un enseignant, parce que parfois il peut y avoir du harcèlement ou autre chose. Et vous savez, parfois, l'enfant, quand il vit ce genre de choses, il peut s'en rendre réellement malade, hein. On va vraiment dire des vomissements ou autre chose. Alors à ce moment-là, qu'est-ce que va faire finalement l'enseignant ou la directrice de l'école ou qu'importe en fait l'infirmerie? Souvent elle va appeler papa et maman. Alors à ce moment-là, vous allez voir, le cerveau il est pas bête du tout. En fait, il va interpréter les choses. À chaque fois, on va venir en gros le chercher hein, pour finalement en fait qu'il retourne à la maison. Son cerveau il va dire, tiens, tu veux éviter une situation? Sois malade. Deuxièmement, donc ça c'est un premier bénéfice, on le retient celui-là. Deuxièmement, parfois ça peut arriver que l'enfant, dans son regard, il va se dire, bah, mes parents sont pas souvent là, ils travaillent beaucoup, parfois ils jouent pas assez avec moi, ou ci ou ça, ils me donnent pas l'attention que j'aurais voulu, ci ou ça. Et puis là, quand papa et maman prennent leur journée, hein, qui vont venir un petit peu materner l'enfant sur cette journée-là, le cerveau va se dire, tiens, tu veux obtenir l'attention de tes parents, tu veux obtenir finalement ces choses dont tu manques, sois malade. Et il faudrait pas qu'à côté il y ait des bénéfices secondaires. C'est-à-dire sur cette journée où il est malade, ben vas-y, joue à la console, ci ou ça. Alors là, vous venez de cumuler en fait dans des points fondamentaux
un ensemble de bénéfices secondaires qui, dans sa balance intérieure, va être beaucoup plus important que, on pourrait dire, l'intérêt d'aller à l'école, hein. Surtout si lui, en plus, il n'est pas encodé de la bonne façon à l'école, qu'il n'y en a pas forcément un bon a priori. Là, on a une balance qui est complètement déséquilibrée. Alors si moi j'arrive en disant, bon ben voilà, tu dors. Bon, je fonctionne pas comme ça, hein. Les gens ne dorment pas, mais bon, on va dans le préjugé jusqu'au bout. Alors à ce moment-là, je lui dis, bah, on enlève les symptômes et tout ça. Alors ça ne marche pas comme ça du tout. Si je fais ça, vous allez voir qu'il va mettre une grosse résistance. C'est-à-dire que pour lui, concrètement, soit il se passera rien ou vraiment pas grand-chose du tout, voire même il va amplifier les symptômes. Alors pourquoi il le fait à ce moment-là? Parce que la situation dans son regard, elle est plus avantageuse à rester ainsi. Et si je ne vais pas régler le problème là, le changement ne se fera pas, tout simplement. Donc une première séance, concrètement, ben on peut tomber des fois, on va dire, sur les bons nœuds tout de suite par expérience pour les désamorcer, en tout cas pour les digérer, pour apprendre à l'enfant à digérer un petit peu ses peurs, son regard sur la situation, ou désamorcer en fait finalement ces notions ou apporter des solutions. Parce que ça va, sinon ça va dépendre encore une fois de comment on aborde les choses. Mais en tout cas, il va falloir régler le problème en amont pour voir les symptômes se casser la figure. Si la réponse n'est pas donnée au bon endroit, vous aurez toujours une mécanicité comme ça. Alors là, c'est un exemple, par exemple, qu'on a vu sur les phobies scolaires. Je vais donner un autre exemple, en fait, très intéressant, celui-là, que j'ai eu il y a quelques années, en fait. C'est une dame qui est venue dans mon cabinet, elle avait à peu près 25 ans, 25, 26 ans. Et quand elle est arrivée, elle était en impair. Et c'était l'été. Dans mon cabinet, il faut savoir que dès qu'il fait chaud, c'est un sauna en fait. Euh, et elle arrivait en impair. Et je lui dis, bah, vous avez pas chaud? Elle me dit, bah, aussi, mais vous allez comprendre. Donc, elle enlève son impair et en fait, je vois son décolleté, je vois ses bras, tout ça. Son corps est tapissé, littéralement, en fait, on va dire, de plaques, un peu comme un psoriasis. Mais le psoriasis, d'ordinaire, c'est les coudes, c'est les genoux, ça peut être le crâne. Mais bon, là, le corps, moi, je lui fais confiance, est tapissé, en fait, du haut jusqu'en bas. Alors, cette dame, elle va vous expliquer que ça lui porte des gros problèmes, des gros préjudices finalement que ce dans sa sexualité. Elle vous explique aussi qu'elle a beaucoup de mal à entretenir des relations en fait avec les hommes et à les tenir ces relations. Alors, vous allez voir, c'est très intéressant comme histoire. Quand on va faire un peu l'historique des choses, hein, je vous la fais très courte, on va se rendre compte d'une chose. Euh, cette dame, à l'époque, entre 5 ans et 9 ans, euh, elle vit des attouchements et des viols hein, par le biais de son père et de son oncle. Une histoire un peu tragique. Mais ce qu'il faut comprendre en fait à ce moment-là, c'est que cet enfant, il y a une chape de plomb hein, sur sa tête, c'est-à-dire qu'elle ne peut pas en parler à la dépression, à sa maman ou à d'autres personnes. Et cet enfant, lui, dans sa perception, est dans un sentiment d'impuissance, hein. Vous voyez, en fait, il n'a pas les ressources physiques ou intellectuelles ou psychologiques pour faire face. L'enfant le subit. Alors le cerveau, à ce moment-là, il va mettre en place un mécanisme de défense. Alors, cette fille, on lui disait toujours depuis qu'elle était toute petite, ah, qu'est-ce que t'es jolie, qu'est-ce que t'es belle, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et quelque part, elle, on va voir, alors moi j'appelle ça, vous allez voir, j'appelle ça le syndrome de la rose, en fait. Le syndrome de la rose, bah, ça n'existe pas, hein, vous allez peut-être pas le trouver, moi j'aime bien mettre des mots. Pourquoi le syndrome de la rose? On pourrait dire que cette beauté, bah, c'est la fleur, c'est la rose, c'est comme ça que elle se perçoit. Et on verra que par la suite, c'est dans son regard, à cause de ça, qu'elle a vécu ces choses-là. Alors on pourrait dire qu'elle, à sa façon, vous avez vu, quand on n'a pas les dispositifs, le corps va mettre en place un symptôme, il va mettre des épines, il va créer un dispositif qui va la rendre repoussante. Là, ça a été les plats qui sont arrivés vers l'âge de 8 ans, 9 ans. Il y en a qui pourraient perdre leurs cheveux, il y en a qui vont prendre énormément de poids, tout simplement. C'est un dispositif inconscient, un mécanisme de défense qui va permettre finalement, en fait, de créer un mécanisme qui va repousser. Alors, dans les faits, eh ben, la première séance, j'ai pas cette information, même si quelque part j'en parle, mais j'ai un déni, d'accord? C'est-à-dire bah, parce que pour elle c'était gênant ou autre chose, donc elle n'a pas voulu en discuter, ce que je peux comprendre. Alors du coup, évidemment, quand je vais m'intéresser aux symptômes, l'expression que ça prend et tout ça, hein, vous allez voir en fait que je vais
forcément sur la première séance, il va rien se passer, voire ces crises en fait au niveau cutané vont s'accélérer. Et ça, c'est un très bon indicateur. Ça veut dire que moi, je suis en train de tomber dans la résistance. Deuxième séance, je dis bon, maintenant, je vais un peu prendre le relais de la séance, hein, et c'est moi qui va la diriger un petit peu plus. Et là, évidemment, je tombe sur cette histoire en fait de vie. Et là, vous allez voir en fait qu'est-ce que je vais faire. Je vais lui apprendre à digérer en fait les choses, parce que son cerveau inconscient, je vous explique, hein, c'est comme si c'était encore la petite fille vulnérable de quand elle avait 6 ans. Et en même temps, de l'autre côté, vous voyez, le fait qu'elle a vécu ça avec son papa et son oncle, c'est comme si tous les hommes, hein, finalement, c'était qu'une question de temps, en fait, avant qu'ils lui fassent vivre ça. C'est pour ça qu'elle avait beaucoup de difficultés dans ses relations, en fait, aux hommes, ou dans la sexualité, où des fois il peut y avoir du vaginisme, hein, c'est une contraction du vagin dans les rapports sexuels, donc ça va créer beaucoup de douleurs, et ainsi de suite. Alors, tous ces symptômes croisés, en tout cas, moi, me disant dès le début, tiens, il y a un problème, certainement, en fait, au niveau soit d'un attouchement ou autre chose. Bref, quand on va régler le problème à ce moment-là, quand on va lui faire digérer les choses, faire un peu un deuil de tout ça d'une certaine façon, vous allez voir en fait tous les symptômes, sans exception, qui se cassent la figure. C'est-à-dire le problème de peau qui disparaît dans les semaines en fait qui passent, la capacité à avoir des rapports sexuels qui devient normal, le rapport aux hommes qui va changer parce que son cerveau a créé une généralisation, une distorsion. C'est comme s'il disait bah, tous les hommes sont des salauds en fait quelque part, alors que ça n'est qu'une construction un peu comme j'ai donné l'exemple de la voiture hein, sur ma vidéo d'hier quand je vous parlais en fait pourquoi j'ai du mal à perdre du poids. Bah, c'est un mécanisme de défense tout simplement. L'estime de la personne a remonté, ainsi de suite. Bref, quand je l'ai revu, en fait, c'était il y a quelques mois, là, bah, c'était marrant, voilà, il n'y avait plus rien. Elle me disait, bah tiens, je me suis mis en couple, ça va, ma façon de regarder la vie, nickel, j'ai l'impression de revivre, en fait, concrètement. Alors, en effet, il y avait l'expression de plein de symptômes, mais encore une fois, on est sur une peur, en fait, initialement, qui va se décliner de plein de façons différentes, ou dans des compensations différentes, et ainsi de suite, comme on a parlé hier. Ensuite, vous allez voir parfois un troisième exemple, bah, des personnes qui vont vous dire ah, je suis en dépression, ah, je suis en burn-out, ou tiens, j'ai de l'hémétophobie, ou alors l'hémétophobie, c'est la peur du vomissement, ou des symptômes vraiment divers et variés. D'accord? Alors, en effet, on peut toujours remonter dans l'histoire de la personne et se rendre compte qu'il y aura un terrain, en fait, hein, encore une fois, qui va être assez caractéristique, lié à nos événements de vie. Dans ce terrain, ben, on va toujours tomber sur quoi? Le sentiment de rejet ou d'abandon, mais bon, bref. Et puis parfois, ben, si on focalise un peu trop sur le symptôme, ben, il peut arriver qu'on fasse une séance parce que, voilà, dans la séance, il faut bien comprendre une chose, hein. Des fois, la personne va oser vous dire certaines choses, tout comme des fois, il y aura des parties qui ont été complètement cachées, il y aura des dénis en fait, hein, ou voire même des amnésies, c'est-à-dire que le cerveau, il fait en sorte de, je jette ça en fait, mais il va le bunkériser dans quelque chose, mais c'est un peu comme les déchets nucléaires, hein. Vous voyez, on dit, bah tiens, on va enterrer ça et mettre ça en fait dans du béton, en croyant que ça va nous laisser tranquille, mais pas du tout, hein. Ça se propage en fait à l'intérieur, et ça va venir dominer en fait la personne en fait, hein, inconsciemment, je parle bien. Alors, parfois la personne, si vous allez, donc imaginons, vous faites une séance et puis vous intéressez qu'aux symptômes, puis des fois vous allez voir qu'en effet, bah, ça bouge pas. Ça bouge pas du tout. Et en même temps, vous allez aussi, la deuxième séance, vous interroger un peu plus au contexte dans lequel elle vit. Quelle est la relation qu'elle vit dans son couple, ou peut-être parfois au travail ou autre chose. Et là, vous allez toujours tomber sur quelque chose en fait. Et dans ce quelque chose, ça peut être divers et varié. Des fois, il y a des personnes qui vont vous dire, non mais moi, voilà, je me suis désociabilisé, hein, je prendrai un exemple que j'ai eu, il y a quelques semaines. J'ose plus sortir, je veux plus voir les gens, à l'idée de sortir, j'en suis malade, bref. Bon, vous allez voir en fait que derrière, il y a des stratégies un peu plus vicieuses qui vont empêcher en fait un changement. C'est, on va dire, tous les mécanismes qui vont inviter en fait à l'empathie. Par exemple, voilà, ben, j'ai une maladie, ben, ça peut être un cancer ou autre chose. Et puis vous allez voir qu'on peut avancer, et ça peut avancer. Mais imaginons en fait qu'à un moment donné, on a tellement bien avancé qu'on se dit, ah bah tiens, maintenant, boum, allez, on bascule, hein, maintenant on peut s'autoriser à laisser partir tous les symptômes. Eh ben, vous allez voir que souvent là, vous allez tomber sur une résistance. Alors, prenons l'exemple d'une personne qui est, je sais pas, qui a développé une maladie auto-immune. D'accord? Et cette maladie, vous allez voir qu'elle va bien évoluer
pendant quelques séances. C'est-à-dire, on va commencer finalement, dans le regard de la personne, à avoir beaucoup moins de symptômes. Alors parfois, quand il y a cette maladie, la chose qu'on va faire, c'est qu'on va faire un petit peu son coming out. C'est-à-dire, on va en parler aux gens. Et ça va susciter en fait une empathie très importante. Les gens vont se regrouper autour de la personne, euh, voilà, comme par empathie, par sollicitude et ainsi de suite. Et ça va faire beaucoup de bien à la personne. Mais dites-vous aussi que derrière, souvent dans l'histoire de cette personne, il y a le fait, dans son regard, de pas toujours être intéressant pour les autres, qu'on l'aime pas toujours comme on devrait, et ainsi de suite. Vous voyez, en fait, en gros, je me sens rejeté, pour faire simple. Alors à ce moment-là, c'est une vague d'attention qu'on va avoir. Ah, les gens, finalement, ils sont pas comme je le pensais, ci ou ça. Mais bizarrement, à ce moment-là, quand vous allez dire, tiens, maintenant on peut basculer, vous allez voir, bam, ça va se figer d'un coup. Voire un petit retour en arrière dans les symptômes. Alors, à votre avis, qu'est-ce qui se passe là à l'intérieur? Alors, je vais vous le dire, en fait, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur. Son cerveau inconscient, pas elle consciemment, il faut bien dissocier les deux, fonctionne toujours par intérêt. Si lui, à ce moment-là, dans son regard, il a plus d'intérêt à préserver le symptôme, parce que pour lui, c'est le moyen d'obtenir dans son regard l'attention, l'amour ou la reconnaissance, à ce moment-là, il reste sur ce symptôme-là. Sauf que dans les faits, bien sûr, on peut avoir le beurre et l'argent du beurre, parce que ça, c'était le problème initial. Le symptôme n'est que la manifestation, la manière dont le corps choisit pour obtenir ces choses-là. Et ça, il faut bien le comprendre. C'est pour ça que vous avez deux systèmes. C'est comme j'ai expliqué dans la vidéo d'hier, vous ne vous levez pas le matin en disant tiens, je vais me pourrir la vie en fait, hein, tiens, je vais mettre en place telle ou telle stratégie. Ces mécanismes sont inconscients, d'accord? Ce sont des stratégies évolutives, plus ou moins archaïques en fait, mais qui sont finalement un moteur d'une puissance extraordinaire. Vous savez, euh, si on devait comparer en fait votre cerveau rationnel, le cerveau conscient, alors, lui son langage c'est mettre du sens, de la compréhension, de l'analyse, de la structuration. Et dans notre société on jure que par ça. Pourtant ce cerveau il est capable de traiter 5, 6 informations à la seconde pour un adulte normal. Maintenant, votre cerveau émotionnel, lui, il traite plus de 100 000 milliards d'informations à la seconde. Ça reste l'ordinateur le plus puissant dans notre univers connu. Et lui, il a un fonctionnement qui est tout autre. Hein, déjà, il va définir tous vos systèmes. Système immunitaire, osseux, cellulaire, cardiaque, votre comportement fuite combat ou vos stratégies, ainsi de suite. Mais lui, il va passer par des sensations, des émotions, des ressentis, des imageries mentales, des métaphores. Tout ça, c'est sa façon de communiquer. Et il est composé de plein de biais. Donc ouais, j'ai une petite coupure, désolé. Donc je disais en fait qu'il était composé de plein de biais cognitifs. Alors un biais cognitif, c'est quoi, hein, pour faire simple? C'est les outils, on pourrait dire, que le cerveau a en fait pour interpréter son monde. C'est comme ça qu'il va construire ses croyances, ses représentations. Alors ça fera d'ailleurs l'occasion en fait justement de faire pas mal de petites vidéos sur des biais cognitifs et comment vous avez appréhendé le monde aussi, mais aussi les erreurs de traduction qu'il va avoir derrière. Donc voilà, je termine cette parenthèse simplement voilà pour expliquer que finalement en fait la thérapie, eh ben c'est pas magique. Ça veut dire que soit dans une séance eh ben, ça coule d'un coup, tout de suite, soit ça nous révèle cette résistance. Et c'est là qu'on va pouvoir agir dessus. Cette résistance, elle est inconsciente, elle est souvent masquée par plein de choses. Et vous savez, parfois en une séance, c'est difficile en fait de pouvoir déterminer votre carte du monde et toutes les stratégies qui vont avec, parce que derrière tout ça, vous imaginez bien, en fait, même si votre cerveau, ben, vous avez des stratégies qui peuvent être plus ou moins similaires à d'autres personnes, il n'en demeure pas moins en fait que votre vision du monde est unique, vos expériences, vos croyances, vos représentations, et avec toutes les nuances de stratégie qui vont derrière. Donc l'hypnose, là pour parler que de ma discipline, mais même si j'en ai d'autres, mais la thérapie, c'est pas magique. À l'instar, quand ça se passe super bien, oui, on a cet effet, en tout cas, cette impression de dire c'est magique. Oui, parce qu'on voit tellement en fait de changements qu'on se dit mais c'est fou. Alors que parfois, moi, ça fait des années que je travaille dessus, j'essaye de ci, j'essaye de ça, j'en parle à mes amis, nan, nan, ça va bien l'espace d'un moment, mais bon, voilà. Oui, la thérapie, ça peut être magique parce que c'est souvent
un problème qu'on va régler, qui prendra des formes diverses et variées, en fait, au niveau corporel, au niveau comportemental ou autre chose. Et oui, ça délie tout ça à ce moment-là. Mais parfois aussi, on peut tomber sur des résistances. C'est pas un tort. Je dis ça, c'est parce que parfois, il y a des gens, ils viennent avec cette idée de baguette magique et ils essayent une fois, puis ils disent, ah bah comme ça n'a pas marché comme je voulais, bah voilà. Non, ça vous l'aurez nulle part. Vous savez, il n'y a pas de thérapie aujourd'hui qui a 100% en fait de réussite. En tout cas, dans le regard de quelqu'un qui va venir pour une première séance. Donc, l'hypnose est dans les toutes thérapies comportementales, la thérapie dans laquelle vous avez le pourcentage de réussite le plus élevé. Et bon, dans tout ça, on a tout dit, on n'a rien dit. Parce que j'ai envie de dire, l'expérience de l'individu, forcément du thérapeute et ainsi de suite, joue énormément. Tout comme on pourrait dire pareil pour toute autre discipline. Donc voilà, c'est des statistiques qui sont établies aujourd'hui. Simplement pour dire en fait que oui, c'est systémique à l'intérieur, c'est complexe, vous êtes quand même avec l'ordinateur le plus puissant de ce monde. Mais vous savez, vous avez dans ce cas-là autant de responsabilités au changement que moi. En fait, c'est un partenariat dans lequel on va avoir besoin des deux. En fait, j'ai besoin de vous, comme vous avez besoin de moi, en fait, à ce moment-là. Voilà, donc c'était une petite vidéo sur les résistances au changement. En fait, on pourrait dire pourquoi j'ai du mal, en fait, quelque part, parfois à dépasser une problématique. Et on peut se poser la question, en effet, oui, parce que consciemment, vous savez, on n'a pas toujours accès à ces ressources-là, ou on ne connaît pas toujours ces mécanicités-là, ou on ne connaît pas toujours ces résistances, on est enfermé dans notre propre expérience. Alors autant c'est facile parfois d'observer certaines stratégies chez les autres, autant de soi à soi, vous savez, on a tous des mécanismes qui nous empêchent d'être objectifs réellement nous à nous. Alors déjà, est-ce que la nature humaine peut être objective? Ça c'est une bonne question, mais en tout cas, on l'est beaucoup moins de nous à nous. On est enfermé dans des dénis permanents, dans des distorsions en fait qui nous permettent de souvent avoir ce mécanisme qui va nous faire rejeter les responsabilités à l'extérieur. Ah, tiens, c'est la faute de ça, c'est la faute de ça, c'est la faute de ça. Et c'est ça en fait des dénis. En fait, quelque part, c'est un refus parfois de regarder certaines réalités ou de pouvoir observer en fait certaines mécanicités. Donc voilà, j'arrête cette vidéo-là. Je vous souhaite une très belle journée. Donc je rappelle, pour ceux qui ne me connaissent pas, donc Bruno Brem, donc expert en changement rapide. Donc je suis hypnothérapeute sur la commune de Courrières, mais également maître praticien en programmation neurolinguistique, en analyse transactionnelle, en psychopathologie, je suis naturopathe, je suis magnétiseur également, je suis sophrologue, je suis entraîneur en fait, en escrime, donc maître d'armes. Je suis également dans la thérapie de couple, mais aussi en fait tout ce qui va être dépassement dans la performance, que ce soit d'athlète en fait, physique, ou dans des objectifs en fait, dans ce qu'on va appeler du coaching en fait, des objectifs professionnels en fait ou autres. Voilà, voilà. Passez une belle journée les amis, et à très bientôt. Bye.